Comme chaque soir, en préambule à nos débats, zoom sur un sujet d'actualité qui a retenu notre attention. Aujourd'hui, le géant français Atos, le géant français de l'informatique, qui se renforme dans le big data, la cybersécurité et le digital avec 3 acquisitions à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre, encore très impacté par la crise de la Covid. Il accueille dans ses rangs le Canadien Processia, l'Allemand Cryptovision et le Britannique Ipsotech. Big data, cybersécurité, digital, 3 segments stratégiques de Denis Jacquet. Oui, alors, bon, si on veut faire des mauvais jeux de mots, Atos, c'est un mousquetaire, donc il est là pour se battre, en théorie, et s'il veut continuer à survivre, il faut mieux qu'il continue à agiter ses points. Donc, mais c'est business as usual, comme diraient dans un très bon français nos amis anglais. Des boîtes comme même plus vieilles, comme Cisco, comme Oracle, ça vous achète une boîte par semaine, parfois par jour. Donc le fait qu'il y ait 3 acquisitions en elles-mêmes, c'est pas un chiffre colossal. Le fait de voir qu'elles sont dans les bons secteurs est plus intéressant, parce que comme on se cherche tous au niveau européen une stratégie sur le digital et le numérique, c'est bon de savoir qu'il y a quand même quelques acteurs privés qui, eux, s'en préoccupent. Donc, à défaut d'avoir un ministre qui sert à quelque chose, au moins on a des entreprises qui sont efficaces. Donc, et je pense qu'Atos fait partie de ces champions qu'on a et qu'il faut continuer. De la même façon qu'SAP, qui est la plus grosse valorisation européenne en matière de techno, suivi de très loin, mais de façon incroyable, par Dassault Systèmes. Enfin, on a fait quelques très très beaux champions. Dassault Systèmes, c'est juste exceptionnel. Bon. Donc Atos, en fait, alors il y a la cyber, il y a la transition digitale. Et dans la transition digitale, ils ont notamment investi dans ce qu'on appelle le edge computing. Alors le edge computing, en fait, c'est tous ces objets connectés qu'on va avoir partout. Mais d'habitude, la data, elle part de l'objet, puis elle va dans un cloud, donc dans un espace central vaporeux, quelque part dans le ciel, où il est traité chez Amazon, Microsoft, tous les géants du cloud. Et là, maintenant, ce edge computing, en fait, c'est cette technique qui permet de faire en sorte que l'objet lui-même traite sa propre donnée et la transfère à d'autres. Donc, il n'y a plus besoin de passer par un point central. C'est comme on appelait à l'époque de Skype, pour les ancêtres comme moi, du peer-to-peer. Donc, ça va d'un côté et de l'autre, de façon complètement transversale. Et ça, c'est intéressant parce que le edge computing, c'est vraiment le début du travail sur la révolution de l'Internet des objets. Et là, pour le coup, le fait de savoir qu'on a des acteurs qui sont en pointe là-dessus, puis la dernière remarque qu'on peut se faire, mais je veux dire, ça aussi, c'est une lapalissade, c'est que, en fait, dès qu'on devient un grand groupe, on n'innove plus, on est obligé d'acheter parce que l'innovation, elle est ailleurs. Donc, Denis Jacquet, expliquez-nous, selon vous, la stratégie derrière. On est dans une logique concurrentielle, on est dans une logique d'attirer du savoir-faire. Qu'est-ce qu'on cherche avec ces 3 acquisitions ? Bien sûr, toutes les boîtes vont aujourd'hui vers cette transition qu'on appelle numérique. Donc, déjà, il faut que vous ayez de la data, donc il faut bien aller chercher des boîtes qui sont capables de vous la donner pour la traiter, la processer, travailler avec des supercomputers qui permettent de la processer à toute vitesse, avec maintenant les ordinateurs quantiques qui permettent de faire en quelques secondes ce qu'on ferait normalement avec un ordinateur en plusieurs années. Vous avez ensuite le fait de la protéger, cette donnée, cette data, donc c'est toute la cybersécurité. Alors là, pour le coup, on a été attaqué par la Covid, mais les cyberattaques deviennent effectivement la norme quasiment quotidienne pour toutes les boîtes. Ça devient terrifiant. J'ai encore reçu ce matin un mail de ma plateforme bancaire qui me dit qu'elle est attaquée, mais que je me rassure. Non, c'était ma location de vélo aux États-Unis. Il me disait, mais vous inquiétez pas, ils n'ont pas accédé à vos... Donc ils ont été attaqués, l'équivalent du Vélib de Miami, pour récupérer les cartes bleues des clients, quoi. Bon. Donc ça, c'est tous les jours. Ça vient de Russie, ça vient de Chine, principalement aujourd'hui, donc cybersécurité. Donc Atos se met là où le marché se développe. Donc voilà, c'est rassurant, c'est bien. Ils sont sur les bons sujets au bon moment et c'est vraiment les secteurs stratégiques, la data, la cybersécurité, le edge computing, les objets connectés. Ils sont dans le bon timing, je pense. Après, la taille de leurs investissements, leur politique d'expansion, je la connais un petit peu moins, notamment depuis le départ de Thierry Breton, mais manifestement, ils y vont. Et c'est là où vont les Chinois, les Américains, enfin tout le monde. Donc, pas de surprise. Maxime Zbaï, pas de surprise. C'est logique, notamment sur les investissements, comme le disait Denis Jacquet, sur la cybersécurité. C'est un enjeu majeur de demain. Oui, alors ce qui est quand même intéressant, là, c'est qu'on a 3 acquisitions qui arrivent dans un timing un peu spécial, puisqu'ils viennent d'annoncer des chiffres qui ne sont pas très bons au niveau trimestriel. Et là, tout d'un coup, on a 3 acquisitions qui sortent un peu nulle part. Je crois qu'on ne connaît même pas encore les montants, en fait. Tout à fait. Donc, il faut encore voir un peu les détails. Mais c'est un peu une shopping spray. Ils se mettent tout de suite à acheter. Donc, c'est clairement de la croissance
croissance externe, c'est d'aller chercher de l'innovation par l'acquisition. Alors on pourrait dire que c'est prédateur, hein. Certains régulateurs pourraient le voir de cette manière. D'ailleurs, je ne sais pas comment la Commission européenne va réagir à ça. C'est intéressant de voir qu'il y a des secteurs qui se portent très bien, le numérique, et qu'il y a effectivement des acteurs français qui sont encore dans le coup et qui sont encore à essayer de s'expandre et d'aller sur ces secteurs d'avenir qui sont extrêmement importants. Alors moi, je ne connais pas exactement bien le business model de Atos, mais il me semble que c'est quand même un espèce de vieil acteur de l'informatique qui essaye vraiment de s'imposer dans le digital. Et le meilleur moyen, c'est effectivement d'aller chercher ailleurs, là où il y a la compétence, là où il y a le talent. Donc très bien, mais moi j'aimerais bien voir les détails un petit peu, de voir si ça leur a coûté cher en fait. Combien ils ont investi dans ces acquisitions-là et quel va être le retour sur l'investissement dans le futur. Je rebondis sur ce que vous dites, Maxime Zbaïf, sur un secteur qui marche bien. Selon les prévisions du syndicat professionnel des acteurs du numérique, le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Alors on a l'air de parler d'explosion du secteur du numérique. Comment on explique ces chiffres, Denis Jacquet ? En fait, il y a une différence entre les GAFAM secteur. Et puis il y a les autres acteurs du numérique. C'est-à-dire qu'en réalité, d'abord, il y a eu une prime au gros, comme toujours. Donc, il y a eu suffisamment de petits commerçants, et à juste titre, qui disaient, mais en fait, en nous continuant à nous fermer, vous continuez à alimenter la machine Amazon. Donc, et ça, c'est un discours qui est en France et qui est un petit peu partout. Donc, il y a clairement une prime au gros, continuer à bien se tenir d'un point de vue résultat et d'un point de vue boursier. Quand vous regardez le titre d'Amazon, de Tesla, depuis le mois de mars, qui était le moment de la chute, c'est juste hallucinant. Donc après, si vous prenez aussi tout ce qui était lié à l'alimentaire, donc les Deliveroo, les Uber Eats, pendant la crise, a dépassé le chiffre d'Uber, alors que c'est une activité très récente comparée à celle d'Uber. Donc voilà, il y a ceux qui ont profité de la crise, et puis il y a ceux qui ont ralenti un petit peu, parce que les gens étaient chez eux. Consommer du textile, même à domicile, dans son canapé, quand on ne bouge pas de son pyjama de la journée, présentait un intérêt assez limité. Une doudoune l'hiver ou un maillot de bain l'été, sachant que vous êtes toujours à la même température dans votre appartement, vous ne changez pas. Donc forcément, certains ont souffert plus que d'autres. Et l'activité au global a souffert. Donc c'est 4% par rapport à une baisse qui est beaucoup plus lourde dans le secteur traditionnel. Il faut relativiser ces chiffres. Par le temps qui court, c'est plutôt pas mal. La chute du PIB de 8%. Donc il y a des secteurs qui ont connu des chutes de 30-50%. Ouais. Donc effectivement, c'est du négatif, mais comme vous l'avez rappelé, c'est très fortement concentré donc sur les plus gros qui, eux, ont vu tout augmenter, à chaque fois, le nombre d'abonnés, le nombre de messages. Et donc le 4,5%, il faut, je pense, le prendre avec un contexte qui fait que c'est pas si mal. Mais là aussi, il faut regarder effectivement quelles sont les distributions par acteur au niveau du marché dans son intégralité. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez bien sûr avec nous. On passe tout de suite à notre premier débat. On parle de trésorerie des entreprises.